cette émission pour le dernier virage. Oui, nous allons aborder notre sujet et ça a trait à l'affaire Bolloré que nous connaissons tous. Et Ferdinand, malgré cette affaire-là qui est pendante à la justice française, Bolloré continue d'exercer au port autonome de Lomé. Donc on dit que la première conséquence, c'est de perdre la main sur le port autonome de Lomé. Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien, l'alternative, parce qu'on avait déjà écrit là-dessus plusieurs fois. On est prophète. Ah oui, bon, on avait déjà écrit là-dessus plusieurs fois. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens en ont déjà suffisamment parlé. Je pense qu'on va suivre le procès en France. Il y a des gens qui s'organisent pour se porter partie civile. Ce qui est intéressant en se portant partie civile, c'est d'avoir accès au dossier. Parce que si, par exemple, le contrat qui cède le port autonome à Bolloré pour 35 ans, nous ne l'avons pas ici, nous l'avons cherché, personne ne l'a ici. La justice française, en perquisitionnant le siège de Bolloré, l'a certainement. Donc, en se constituant partie civile, on peut retrouver ce contrat, tout comme on peut retrouver d'autres documents que les gens nous ont cachés et qui pourra nous permettre de voir l'ampleur des dégâts de ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui me fait mal et que je rappelle tout le temps, cette histoire d'avoir cédé le port autonome de Lomé à Bolloré, c'est une insulte à la mémoire de Sylvanus. C'est une seconde mort pour Sylvanus Olympio, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, comment Sylvanus s'est bataillé pour vraiment lancer la construction de ce port-là. Ça fait partie des éléments de friction entre Sylvanus et la France, en dehors du franc CFA, qui ont amené à l'assassinat du père de l'indépendance. Ça fait quand même mal, parce que lorsque le Togo devient indépendant en 1960, ou déjà en 1958, tout ça, l'indépendance suppose que vous avez vos propres structures, vous avez vos moyens de production et tout. Sylvanus, qui est un économiste, qui est visionnaire, il a commencé par se battre pour que le Togo puisse être doté de ces moyens-là. Alors, il a souhaité la construction du port autonome de Lomé. Il s'est tourné vers la France. La France a dit niet. Elle ne voulait même pas l'entendre de cette oreille-là. La France privilégiait beaucoup plus que les Togo puissent récupérer ses marchandises vers le port du Bénin où elle prévoit construire un port, ou bien le Bénin aura son port. Mais vous savez que les Allemands avaient déjà construit des WAF, là, tout ça. Et donc, Sylvanus s'est dit, comme la France ne veut pas m'aider, on va retourner vers l'Allemagne. Et les Allemands sont venus, ils ont accepté, ils ont fait des études, de très longues études, qui ont fini par identifier l'endroit précis où on parle d'eau profonde, où on peut avoir le tirant d'eau qui est vraiment favorable, où on peut avoir un port vraiment où les grands bateaux peuvent arriver. Et on a commencé par implémenter ce projet-là. Le projet, moi j'ai rencontré des gens qui sont des personnes âgées qui ont connaissance de ce projet-là, et même des plans. Le plan de départ ne devait même pas permettre que les quartiers comme les Adakpam et tout ça existent. Le port devait engloutir toute cette zone-là, jusqu'à Kagome, tout ça, Kanyikope, pour qu'il y ait tellement d'espace jusqu'au niveau de Baguida, pour que le port, quand il va s'étendre plus tard, qu'il ait plus d'espace. Mais malheureusement, Sylvanus a été assassiné, et ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas pu sécuriser l'espace. L'espace, le foncier qui était défini à l'époque pour que le port puisse vraiment avoir ses terrains à lui. Tout comme aujourd'hui, par exemple, l'aéroport, c'est vrai que l'aéroport existait depuis, mais on n'a pas sécurisé l'espace de l'aéroport, au point qu'aujourd'hui, l'aéroport de Lomé, vous avez des maisons qui sont parfois à côté, il y a des conflits fonciers tout autour de l'aéroport, on ne peut pas agrandir l'aéroport, on ne peut pas agrandir non plus, on ne peut pas construire de nouvelles infrastructures. Alors que Sylvanus s'est battu pour qu'on ait un port autonome à Lomé, et que 60 ans plus tard, les Français qui ont refusé de participer à la construction de ce port-là, c'est eux qui en assurent aujourd'hui l'exploitation. Franchement, en tant que patriote, moi je me définis, j'évite les termes nationalistes parce que ça prête parfois à des confusions. Moi je me définis toujours comme un patriote. En tant que patriote, ça fait très mal. Ça fait très mal pour la mémoire de cet homme visionnaire, mais pour nous-mêmes, la nouvelle génération, qu'on n'ait pas pu se battre pour que ces choses-là n'arrivent pas. Aujourd'hui, le port est bradé à plusieurs sociétés, il n'y a pas que Bolloré.
le guichet unique, même jusqu'à la capitainerie, tout ça, ça a été vendu aux étrangers. Les Togolais qui travaillent aujourd'hui au port, avec le vieux Adénion qui est là depuis 15 ans, qui dort même dans son bureau, ils ne signent que les papiers, ils ne font rien. Non, ils signent que les papiers. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème au port, un grand problème au port autonome de Lomé, et que les opérateurs économiques ont commencé par se plaindre? Ça, je l'ai appris la semaine passée. Quand les gros navires arrivent au port, il y a des problèmes avec Bolloré pour le déchargement des conteneurs. Il y a tellement de problèmes. On a signalé les maisons de consignation ont signalé ces problèmes à Adénion. Adénion ne dit rien. Donc les navires qui sont en rade au port autonome de Lomé, puisqu'elles traînent en rade et que ça fait des frais pour ces navires-là, les navires sont obligés de repartir, soit à Téma ou d'aller au Nigeria avant de revenir à Lomé quand on leur aura dit finalement qu'ils peuvent venir décharger. Ça fait un manque à gagner pour les maisons de consignation. Ça traîne, ça fait des coûts supplémentaires. On en parle, mais Adénion ne dit rien. Adénion ne dit rien. Et donc, le port est là, et ça fonctionne comme, je ne sais pas quoi, la cour du roi Péto. Hein, et on ne sait pas grand-chose. Vous savez que les terres qui ont été louées au port autonome de Lomé, parce qu'il y a tellement de terres là-bas qu'on a cédé à des Libanais, à des gens qui ont fait des parcs, tout ça, c'est loué. Et ils ont loué les terres, le prix du mètre carré qu'ils ont loué dans les années 70, là, c'est le même prix qu'ils pratiquent aujourd'hui. Et personne ne sait ceux qui ramassent cet argent. Normalement, c'est l'OTR, c'est les services fiscaux, tout ça qui passe, qui collectent les fonds de bail de ces terres-là. Mais il y a des réseaux qui sont organisés, qui prennent ces sous tout le temps, et que personne ne sait, personne ne dit rien. Ça montre en fait que le pays n'est pas gouverné. Donc, notre plus grand souhait dans cette affaire Bolloré, c'est qu'elle soit véritablement éclaircie, qu'on sache ce qui s'est réellement passé, et que si Bolloré est condamné par la justice française, la conséquence de la condamnation tout de suite, c'est que le contrat tombe. Puisque lui-même, il a avoué qu'il a obtenu ce contrat sous le coup de la corruption. Donc, ce qui est obtenu sous le coup de la corruption ne peut plus exister en fait. Et donc, moi, je pense que c'est ce à quoi on s'attend. Et il y a quelque chose de particulier au Togo, c'est que c'est au Togo que vous avez le directeur général local de Bolloré, qui est un militant d'un parti politique. C'est comme on venait de parler des avocats et des notaires qu'on nomme ministres dans le foncier, quoi. C'est un conflit d'intérêts énorme. Vous avez le directeur général de Bolloré, Togo, qui est un militant de UNI. Ce n'est pas qu'un militant caché. Il ne s'en cache pas. Il est dans les campagnes électorales, il finance les trucs. Ça veut dire que Bolloré peut faire passer facilement de l'argent par lui pour financer le parti au pouvoir. C'est un élément qui aggrave le conflit d'intérêts. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il y a tellement de choses à dire sur ce cas Bolloré, mais attendons de voir comment la France va réagir. Et moi, je l'ai dit sur une plateforme, la seule sur laquelle je suis, quand on vous dit que des gens se sont entendus pour brader le poumon de l'économie de votre pays, la réaction que moi je vois au niveau de la classe politique togolaise n'est pas à la hauteur de la gravité des faits tels que les faits sont établis aujourd'hui par rapport à Bolloré. Les gens ont sorti des communiqués un peu laconiques, ont fait quelques réactions timorées et puis plus rien. Mais moi, Ferdinand, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes politiques togolais de l'opposition qui ont approché Bolloré par le passé et qui ont des deals secrets avec Bolloré. Et ça, à un moment venu, on le dira. Parce qu'on ne peut plus permettre qu'en Afrique, ceux qui disent qu'ils veulent prendre le pouvoir parce qu'ils sont opposants et qu'ils veulent gouverner autrement que ceux qui gouvernent aujourd'hui, vont faire des deals avec des multinationales de la France-Afrique pour venir prendre le pouvoir juste pour le fauteuil présidentiel et faire les mêmes choses que ceux qui sont en train de combattre ou en train de dénoncer. Il y a des gens dans l'opposition togolaise, je le dis, on sait, on a des éléments qui ont fait des deals avec Bolloré. Si nous disons que Faure Gnassingbé, qui a fait céder le port autonome de Lomé à Bolloré contre le financement de sa campagne, a trahi donc la souveraineté du peuple, a trahi son engagement, son serment, ceux qui sont dans l'opposition et qui aspirent à le remplacer et qui ont aussi approché Bolloré, eux aussi sont des traîtres. Et donc nous n'allons pas laisser d'autres traîtres prendre la place des traîtres qui sont là pour le moment. Parce que la jeunesse africaine doit comprendre que nos richesses, nos patrimoines,
ne doivent pas être bradés pour quelque raison que ce soit. Donc, ceux qui aspirent à gouverner le Togo demain doivent se tenir droit dans leurs bottes. C'est ce que nous devons inculquer aux jeunes. Si vous êtes un homme politique et vous prenez une part de notre richesse nationale pour aller vendre à un Indien, à un Français, à un Américain, juste pour aller prendre le fauteuil présidentiel, vous trouverez le peuple togolais sur votre chemin. Ce ça-là, nous devons l'inculquer aux jeunes pour que les gens comprennent que la politique ne doit pas, la recherche du fauteuil présidentiel ne doit pas passer par le bradage de nos ressources. Parce que si vous aussi vous faites la même chose, finalement vous reprochez quoi à ceux qui sont là actuellement? Rien du tout. Donc, on observe les politiques actuellement. Le gouvernement lui a dit qu'il ne parle pas, il ne s'exprime pas sur une procédure qui se fait à l'étranger. Mais on observe les opposants. On les observe, on les regarde, on les écoute, on entend. Au moment viendra, lorsque les gens sortiront de leur silence pour venir nous dire que nous voulons être président, nous avons des projets, nous avons des idées, on leur sortira les preuves des deals qu'ils avaient eu à faire par le passé pour prendre le même fauteuil présidentiel et leur dire, vous n'êtes pas différent de ce que vous voulez remplacer. Et que quand vous êtes des patriotes, vous ne vendez aucune richesse à des étrangers pour le fauteuil présidentiel. Ça, le moment viendra, on le dira. Merci beaucoup Ferdinand. Et en plus, bon, les gens disent que, bon, surtout le pouvoir, le régime togolais disent que c'est une affaire franco-française et donc eux, ils ne sont pas concernés. Non, il faut le faux fuyant. C'est des gens, c'est des fumistes. Ils sont là juste à jouer à la politique de la terre brûlée. Vous savez, nous, la semaine dernière, on publiait dans notre journal, c'est-à-dire que l'affaire Bolloré et le procès qui est imminent devait rapidement entraîner 3 conséquences. La première, d'abord, c'est la résiliation du contrat avec Bolloré ici à Lomé, parce que c'est une question de souveraineté. Je ne sais plus ce que Faure Gnassingbé défend maintenant pour l'intérêt du Togolais. De deux, Bolloré doit être mis en prison, comme son mentor Sarkozy est sur la voie actuellement. Et je prie beaucoup pour qu'il aille en prison. Et c'est le même monsieur qui est venu au Sénégal pour dire l'Afrique, les Africains ne sont pas rentrés, ne sont pas aussi rentrés dans l'histoire. Et ce qui s'est passé avec Kadhafi, on le sait, c'est qu'il a foutu avec Babo en Côte d'Ivoire, il y a plein de choses. Donc, de grâce, qu'il dorme au moins quelques 6 années, 10 ans en prison. Et quand il va sortir, il va beaucoup réfléchir. Et savoir que le peuple africain, c'est le peuple primitif qui a commencé à gouverner la terre avant eux. C'est le peuple qui a migré vers l'Europe pour que l'Europe existe aujourd'hui. C'est le peuple qui a construit les pyramides des grands Égyptes. Donc, il faut qu'il commence par respecter ces peuples-là. Revenant au mouton, la première conséquence, c'est ça. Résilier immédiatement le contrat, qui nous parle de 35 ans, et de près de plus de 500 milliards, quelque chose comme ça, ou 300 milliards, que Bolloré aille en prison, et que Faure Gnassingbé démissionne. Ce dernier point est essentiel. En ce sens que les élections de 2010, oui. C'était dans l'encablure de ces élections, à quelques mois de ces élections, que la corruption s'est produite. Ça s'est produit peut-être en aval et après en amont. Et ça s'est poursuivi avec le cinéma qu'ils ont foutu ici, à la Blue Zone ici. Le train qu'ils ont annoncé n'est jamais arrivé au Togo, si ce n'est le train à 6 heures qu'on voit à Tikoumé tous les jours. Et donc pour vous dire qu'en réalité, dans un pays civilisé et de droit, Faure Gnassingbé devait rapidement démissionner. Et les opposants devaient se saisir de ça, immédiatement. Dans un pays où la démocratie est vivace, je vous dis qu'il y a de la matière pour les opposants. Ici, c'est de l'eau qu'on a versé sur le dos d'un canard. Parce que quelqu'un qui a utilisé l'argent d'un pays étranger, c'est-à-dire qu'un opérateur économique étranger, qui a une telle influence sur l'électorat, sur l'élection, la campagne électorale dans un pays étranger, c'est grave. En termes d'indépendance et de souveraineté, c'est extrêmement grave. J'ai l'impression que peut-être c'est seulement ceux qui ont fait le droit, ou ceux qui sont les journalistes qui voient ça, les économistes qui voient ça. C'est extrêmement grave en ce sens que la juge qui a dit ça, elle sait ce dont elle parle. Les confrères qui font du cinéma, qui voient la vérité, ne veulent pas le dire. Ça aussi, ça c'est leur affaire, je ne vais pas rentrer dans leur jeu. Mais je sais quand même que quand on rentre dans un intérêt étranger, on touche les finances, on finance un candidat contre les autres, ça, on touche à la souveraineté de l'État. Ça, c'est pour les enfants qui font la seconde, le droit en seconde au lycée technique, ils savent ça.
Donc, cette dernière conséquence, Fabre, je parle bien de Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, qui encore Agbomé, tout ça là, paix à son âme, les Kissi, tout ça là, doivent se constituer en partie civile pour aller à ce procès-là et demander à ce que les élections de 2010 soient annulées avec ces conséquences. Parce que nous, on a toujours parlé de la fraude dans ce pays, les gens ont ri. C'est une forme de fraude. Mais c'est clair, c'est pas une fraude, c'est une fraude. C'est une fraude. C'est une fraude financière qui s'est déroulée et qui a agi sur l'électorat. Même si on sait que ça peut ne pas avoir d'impact, parce que les gens ont même un mécanisme technique qui a déjà les résultats, qui présente déjà les résultats. Vous savez ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire? Il n'y a pas que ça, Ambroise. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter les électeurs. Vous pouvez acheter les responsables des bureaux de vote des opposants. Vous pouvez leur promettre de l'argent. Oui. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter les observateurs. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter certains responsables de partis politiques qui sont dans le bureau de vote. Oui. Vous pouvez donc changer le cours de l'élection. Et donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et ils sont là, vous savez, il y a des choses que je n'aime jamais dire. Si les cours martiaux sont créés dans certains pays, c'est pour ces genres de crimes. Ça, c'est un crime contre la souveraineté de l'État. Si vous, candidats, vous acceptez et que le corrupteur reconnaît vous avoir corrompu, agissant dans le cours d'un processus électoral qui a fait basculer les résultats, ça, c'est un crime impardonnable. C'est un crime imprescriptible qui mérite une cour martiale. Pour le moment, comme ils sont au pouvoir, ils ont l'armée, tout, ils ne vont jamais imaginer ça. Mais je vous dis, puisque la Cour pénale internationale rattrape toujours ceux qui sont accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, dans le contexte togolais, je ne vais même pas aller à la Cour constitutionnelle. C'est ici même les Togolais vont demander à juger ces gens-là. Ils ont beau durer longtemps au pouvoir, mais un beau matin, leurs habits vont tomber comme un serpent fait le mur, et ils vont se rendre compte que, en fait, et tous les acolytes, parce que les gens pensent qu'ils sont au pouvoir, ils les soutiennent, les généraux, les colonels sont dans des affaires, ils ont des actions dans plusieurs choses, et c'est le même cercle. Et la grande majorité végète dans la misère, dans la pauvreté. Ils n'ont même pas de petits doigts pour lever. Ceux où le tribunal, ou les juridictions qui peuvent les aider à se satisfaire un peu des conflits qu'il y a entre l'administration et le public, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tribunal administratif. Alors que le contentieux, le règlement du contentieux entre l'administration et comment on va appeler l'administration, c'est les tribunaux administratifs. C'est fait aussi sciemment. C'est vrai que les tests, ils sont très avancés, bientôt ils vont les créer, mais je dis que ces choses-là méritent la cour martiale. Et quand je lis des titres, certains titres, je ris seulement. Je ris parce que j'ai dit peut-être ils sont dans leur droit, parce que c'est ce qu'ils pensent écrire, mais je dis que dans notre métier, il faut toujours regarder l'intérêt général. Pas forcément l'intérêt du peuple. Mais quand on parle de l'intérêt général, où se trouve l'intérêt du peuple? Où se trouve l'intérêt général? C'est ce que certaines règles minimales de notre constitution nous enseignent. Si vous pensez que c'est l'intérêt général que vous défendez, il y a des choses. On dit un étranger est venu financer un candidat, qu'il soit puissant ou pas, qu'il soit au pouvoir ou pas, un candidat de chez vous contre les autres candidats. Mais la conséquence est immédiate, c'est automatique. Il n'y a pas à défendre ça. C'est le principe même, au départ, est réglé. Il n'y a pas à dire c'est une affaire franco-française, mais qui a corrompu qui et dans quel pays? C'est au Togo. Ceux qui disent franco-française, faut la similarité française. L'élection qui s'est déroulée, c'est en France. Je vais ajouter deux mots pour qu'on passe rapidement à nos sujets. En fait, l'histoire de Bolloré, pour moi, c'est la partie visible de l'iceberg. Vous prenez toutes les sociétés qu'on a privatisées là, vous allez voir que c'est le même mode opératoire. Peut-être que les autres ne sont pas venus financer des élections, mais quelque part, des gens sont actionnaires cachés dans ces sociétés, ou des gens ont pris des commissions, où il y a de l'argent qu'on a mis sur des comptes cachés des gens à l'extérieur. Vous voyez, le phosphate aujourd'hui, sur les papiers, on dit le Togo est le seul actionnaire, 100% l'État togolais, mais c'est les Israéliens qui les gèrent, qui vendent le phosphate. À quel prix? Vous allez dans la zone des phosphates, des dégâts sont énormes.
sont immenses, sont effroyables. J'ai fait cette semaine un tour dans les villages où on a ouvert les nouvelles carrières, comme les Égués, qu'on a déplacés, pas trop loin de Diaglé ici, Sagonou, tout ça. Vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est effroyable. Et vous ne pouvez pas imaginer que ça se passe à quelques kilomètres de Lomé. Les gens ne savent pas tout ça. Les gens ne savent pas que... Mais vous avez vu des gens qui sont là-bas, qui sont malades, qui ont des maladies pulmonaires. Ils sont obligés d'acheter des médicaments à vie. Et il y a un monsieur qui est sorti montrer un médicament qu'il achète à 40 000 francs. Chaque mois, à vie. Ils ont des problèmes d'yeux. Ils n'ont pas d'eau potable. Juste à 10 km de Lomé ici, à côté. Les choses comme ça se passent sans que personne ne dise rien. Et ces phosphates-là sont en train d'enrichir les Israéliens qui deviennent des milliardaires, plus leurs complices togolais. Vous voyez le scandale, par exemple, de Togocom. Vous voyez le scandale du nouveau port qu'on a conçu, là où on enlevait le sable avant, la LCT, personne ne sait à qui ça appartient, l'argent qu'ils prennent. Alors que la LCT, c'est avec une partie de l'argent du port qu'ils ont financé la construction, alors que c'est un port privé. Ça appartient à qui? Personne ne sait. Les banques qui ont été bradées à des étrangers, personne ne sait dans quelles conditions ces banques ont été bradées. Maintenant, vous voyez ce qui se passe avec les gens de Olam. Ils sont venus, on leur a vendu la Sotoko ou bien la NCT, hein? On leur a vendu la Sotoko. Et Olam est un groupe capitaliste, est un groupe, je ne sais pas, il fait du capitalisme sauvage, vous voyez. Donc on leur a vendu la NCT et ils ont pris maintenant possession des lieux et ils se rendent compte, après avoir pris possession du patrimoine et des lieux, que de plus en plus de paysans ne font plus le coton. Je ne sais pas si vous comprenez, mais nous, quand on était sur le terrain, on le savait. On a fait des trucs sur le soja, on savait que les paysans ont quitté le coton pour faire maintenant le soja, parce que le coton ne leur rapporte plus grand-chose, il y a tout de problèmes dans la filière. Donc ils achètent la NCT, ils promettent de révolutionner la NCT, faire des financements incitatifs pour les paysans. Quand ils finissent de visiter le terrain, ils se rendent compte que les paysans ne sont plus dans le coton, ils sont maintenant dans le soja, qui est la filière qui porte. Et que le soja aujourd'hui, en tout cas, selon les derniers chiffres en 2020, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires par an. Et la filière monte, continue de monter et les demandes est toujours forte. Qu'est-ce qu'ils font? Subtilement, ils glissent de leur truc de coton pour aller prendre des actions dans le MIFA. Et du MIFA maintenant, ils sont en train de mettre la main sur la filière soja en disant, oui, que nous allons financer la production du soja pour après la racheter et faire une transformation locale. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas venus pour le soja. Maintenant, ils rassemblent les gens à Tapamé, ils leur disent quoi? Qu'ils ont constaté que les paysans comment vous appelez ça? Certains paysans font les deux cultures. Donc, ils encouragent les paysans à faire à la fois le coton et le soja. En fait, leur objectif, c'est de mettre la main sur la filière soja. Actuellement, il y a bang-bang grave dans la filière du soja actuellement. Les gens sont sur leur... c'est pas... Les gens sont sur les nerfs. Parce que c'est une filière que les paysans et ceux qui ont aidé les paysans ont construit d'eux-mêmes. Oui. Cette filière n'existait pas. C'est les gens qui se sont levés. Pourquoi ils font avec leurs propres moyens. Ils sont allés faire des prêts dans la microfinance pour lancer la filière. Maintenant qu'ils se sont rendus compte que la filière, ça marche maintenant. Ils veulent mettre la main. Pourquoi ils sont mauvais comme ça? Ils utilisent maintenant une multinationale pour mettre la main sur la filière. Maintenant, quand ils vont mettre la main sur la filière, ils vont dégager tous ceux qui ont créé la filière, qui vivaient de la filière. Mais la culture de soja dans les régions. Mais ils sont méchants. Dans les 4 régions du Togo, c'est plus de 100 000 personnes. Et c'est des milliards que les gens engrangent. Maintenant, une multinationale va s'accaparer de tout ça. Et comme ils sont avec l'État, l'État va prendre des dispositions pour dégager les opérateurs économiques qui étaient dans la filière pour que Olam puisse maîtriser toute la filière. Voilà les choses qui se passent dans notre pays, qui méritent d'être connues, qui méritent d'être dénoncées, mais que les gens ne disent pas. Donc, voilà ce qui se passe. Et donc, l'histoire de Bolloré, là, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a pire que ça qui se passe dans ce pays, toujours avec les mêmes personnes et le même mode opératoire. Mais, vous voyez, et la question que moi je me pose souvent est de savoir, ceux qui aspirent à gouverner ce pays demain,
Je parle des acteurs de la société civile, des politiques qui sont dans l'opposition. Est-ce qu'ils font des études secteur par secteur pour avoir les données, les éléments, pour pouvoir attaquer le régime sur la gouvernance et les faits avec des chiffres à l'appui? Ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas sorcier. Je vous ai dit que moi, j'étais dans la zone des phosphates il y a quelques jours pour voir l'ampleur des dégâts. Pourquoi les politiques ne vont pas dans ces zones, prendre des photos, des images, interroger les paysans pour voir les dégâts et faire au moins une communication, des conférences de presse, interpeller l'opinion sur les dégâts qui sont en train de se passer dans nos préfectures? Rien du tout. Et donc, quand vous voulez fouiller dans tout ça, c'est la paresse. C'est la paresse. Les gens ne veulent pas travailler et ils pensent que bon, du jour au lendemain, il y a peut-être un destin qui va les prendre, les déposer dans le fauteuil présidentiel, ils vont gouverner le pays. Alors que le pays, tous les secteurs du pays sont en train de tomber, secteur par secteur, pan par pan, dans les mains des groupes mafieux. Ils sont en train de travailler dans la mairie. C'est bien. Du courage à eux. Merci beaucoup, Ferdinand. Bon, nous allons quitter le Togo très rapidement parce que le temps est contre nous. Nous allons aller au Bénin où on dit que l'actuel président, Patrice Talon, est devenu un dictateur parce qu'il a fait emprisonner un opposant, une opposante. Ambroise. Oui, je crois que l'histoire du Bénin est en train de poser un sérieux problème sur le continent, parce que le Bénin est un modèle en matière de démocratie. La démocratie qui a été importée depuis le vent de l'Est, la perestroïka, et qui a eu une impulsion consacrée par la conférence de la Baule, et qui est passée dans plusieurs pays francophones, mais qui a réussi au Bénin. Malheureusement, ça n'a pas réussi chez nous au Togo. Et le Bénin, partant de ce moment-là, est devenu un modèle. Et ce modèle, aujourd'hui, je crois, Talon a beau construire des infrastructures à l'image de New York et de Las Vegas, mais ce modèle-là, Talon l'a complètement détruit. Et je n'ai rien contre Talon, mais je constate qu'il y a un homme qui est arrivé au pouvoir qui tout d'un coup devient un Staline. Et quand on devient Staline, le Staline c'est le fou de l'Est. Et quand on devient Staline, ça en dit long. Le problème qu'il oppose aujourd'hui aux représentants des démocrates au Bénin, Mme Rekia Madougou, c'est un problème qui est béninoise, mais qui a des ramifications, à mon sens, partant d'ici au Togo. Et c'est là où on peut à un moment donné comprendre Talon, hein, je n'en sais rien. C'est-à-dire, quelqu'un qui est conseiller d'un président étranger, un conseiller de haut niveau d'un président étranger, qui par enchantement veut devenir président de la République dans son pays, il y a matière à ce que ce président-là ait une crainte. Il ne faut pas avoir peur des mots. Moi, je suis dans une logique objective. Je ne trouve pas opérant, au-delà de ce que Talon fout là-bas avec Yaïboni et autres, c'est là mes premières analyses sont tournées vers là. J'ai constaté qu'il a essayé de détruire la démocratie. Il a complètement détruit la démocratie. Parce que ceux qui vont actuellement à la présidentielle, c'est des gens, c'est des faits valoir qui sont de son propre parti politique. Le parrainage dont on sort de nulle part, c'est pour écarter des adversaires potentiels et des adversaires de poids. Et aujourd'hui, ceux qui y vont actuellement, avec Donald Trump, je l'ai dit, hein, beaucoup peut-être me voient évasif en allant chercher quoi ailleurs. Avec Donald Trump, l'Afrique s'est endurcie dans la dictature, dans l'autocratie. Et donc, je disais que Madougou Rekia, qui est conseiller de Fonya Simbe, ça ne peut pas plaire à Talon au Bénin. Et Madougou qui devient président. Le risque, c'est que eux, les Béninois, qui sont pas forcément les proches de Talon, mais des Béninois nationalistes épris de la souveraineté du Bénin, ne voudront pas ça. Parce que la conseillère du chef de l'État togolais, le risque, c'est que la souveraineté du Bénin soit vendue à un pays frontalier, à un pays voisin, donc à un pays étranger. Ce qui n'est pas opérant dans le cadre de la souveraineté de tout État, même devant le droit international. Le continent a déjà était déjà morcelé depuis 1884 à Berlin. Nous ne reviendrons pas faire l'histoire. Même ceux qui veulent s'autodéterminer, comme nos frères qui sont au Ghana ici, qui avaient eu des problèmes avec ce référendum de 56 et qui pouvaient être remis en cause parce qu'il y a des non-dits au cours de ce référendum, les trucages qui ont été organisés par Nkrumah, tout ça là,
Mais la question de la souveraineté se pose, et c'est cette question de souveraineté renvoyée aux questions électorales. Madougou est devenu président, avec pour conseillère d'un président d'un pays voisin, le Bénin serait dans la main d'un pays étranger. C'est ce que crée peut-être Talon et ses alliés du Bénin pour pouvoir tout faire pour l'évincer. Il a évincé, ce qui est antidémocratique. Mais a-t-il une part de raison en le faisant? C'est ce que je viens de développer. Ça, c'est mon point de vue. Donc aujourd'hui, j'estime que le Bénin n'a pas, d'abord dans un premier temps, n'a pas besoin d'aller loin pour détruire la démocratie, comme Macky Sall le fait aujourd'hui au Sénégal. C'est des modèles en Afrique de l'Ouest. Et secondo, Rekia Madougou a eu tort d'avoir la prétention de devenir président de la République au Bénin et de s'acheter les services de Fonya Singbe ou de se laisser acheter par Fonya Singbe pour rendre des services en tant que conseillère ici. C'est là où elle paie le prix de son éviction au sein des candidatures au Bénin. Merci beaucoup Ambroise. Ferdinand, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je pense que pour le problème du Bénin, il faut rester très lucide et faire la part des choses. Ambroise vient de dire une première partie assez pertinente. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est parvenu au pouvoir par des moyens démocratiques, parce qu'on dit qu'il construit des routes, qu'il fait ci, qu'il fait ça, qu'il va détruire la démocratie. Ce que Talon fait au Bénin est inacceptable. Il faut avoir l'honnêteté, la lucidité de le dire. En 4 ou 5 ans, il a détruit tout ce que le Bénin avait de potentiel démocratique. Il a soumis la Constitution. Je pense qu'il a fait une réforme. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est son copain. C'était dans la vie privée. Dans la vie privée, c'était son avocat. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était son avocat dans les affaires, dans la vie privée, qu'il a fait tout pour le nommer ministre de la Justice et le nommer président de la Cour constitutionnelle. Le ministre des Finances, c'était son copain dans les affaires. Le ministre de ceci, le ministre de ceci, le ministre de ça. En plus de ça, il a mis dehors tous les autres, et c'est pas les acteurs politiques. Il les a mis dehors en 5 ans de pouvoir. Il a mis dehors tous ceux qui peuvent lui créer, je ne sais pas, la concurrence ou mettre en mal son pouvoir sur le plan politique. Soit par la justice, soit par des méthodes viles. On a le cas à Javon, Sébastien Javon, qui était son allié, qui lui a même permis d'être président. La première chose qu'il fait quand il prend le fauteuil présidentiel, c'est de lui donner un couteau dans le dos et de le traquer jusqu'à ce jour. Et il y a le cas de ce jeune homme qui était ministre des Finances de Yaïboni, comme Ikoutié, qu'ils ont mis dehors. Et il y a l'ancien président de la Chambre du commerce du Bénin, Sativi, qui l'a mis aussi dehors, il a détruit ses affaires. Donc on ne peut pas, si on est des démocrates, dire que parce que Talon est en train de construire des routes, donc il peut se permettre de fermer les espaces de liberté. Il a fermé des radios, il a fermé des médias. Nous avons au Togo ici au moins 5 journalistes béninois qui sont nos confrères, qui sont venus se réfugier ici, qui sont persécutés par le régime béninois. Donc ça, ce qu'il fait est inadmissible. Et les gens doivent savoir aussi que ce qu'on appelle un régime de dictature, ce n'est pas un régime qui est aussi vieux, ou bien un régime, c'est pas quelqu'un qui reste au pouvoir le plus longtemps possible. Quelqu'un peut, par la ruse, en 2-3 ans, soumettre tout un peuple et instaurer la dictature. C'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, quand nous faisons les comparaisons entre le Togo et le Bénin, il ne faut pas dire oui, le Togo, les gens font 50 ans. Non. En 3 ans, Idi Amin Dada là, il a fait à peine combien d'années en Ouganda? Il a créé des morts. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, ce que Talon est en train de faire est inadmissible. Et c'est surtout à côté de nous, parce que c'est un mauvais exemple qu'on est en train de donner. Moi, je suis comme Ambroise l'a dit, quand par exemple tu es chrétien et qu'il y a des gens qui se convertissent tous les jours chrétiens, tu applaudis. Donc, nous sommes des démocrates. Plus il y a des espaces de démocratie en Afrique, nous devons être contents. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui ferme les espaces de démocratie, nous devons être inquiets. Vous savez, il y a 6 ans, en Afrique de l'Ouest, dans les 16 pays ou bien les 15 pays de la CEDEAO, il y avait 13 qui répondaient aux normes démocratiques. Et il n'y avait que 2 qui flottaient. Et on avait l'espoir que les 2 là, le vent allait changer et que l'Afrique de l'Ouest allait être un espace harmonieux. Il y avait le Togo et la Gambie. Et donc, quand on parlait du protocole de la bonne gouvernance au sein de la CEDEAO, qui devait limiter le mandat, le Togo était le premier pays à s'y opposer. Et du Togo, le recul a commencé. Oui. Le recul a commencé, il a arrêté la Guinée,
il a atteint la Côte d'Ivoire, le recul a atteint le Mali, ça a atteint d'autres pays. Et aujourd'hui, en 6 ans, la démocratie a reculé partout en Afrique de l'Ouest, au point que tout le monde veut faire comme tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, dans un premier temps, ce que Talon fait est inadmissible. Maintenant, dans un second temps, c'est comme ça que je fais l'analyse. Je le fais en première phase et en seconde phase. Dans une seconde phase, problème Rekia. Rekia Madougou a des ambitions présidentielles au Bénin. C'est légitime. Elle a été ministre 2 fois. Elle a lutté contre, je ne sais pas, touche pas à ma constitution, je pense au temps de Kérékou, tout ça. Elle a des ambitions, elle est une femme, c'est légitime. Seulement, le problème est là. Le problème, c'est quoi? Quand vous franchissez la frontière du Bénin et vous venez au Togo, conseiller quelqu'un qui est au pouvoir depuis 50 ans, 55 ans, ou je ne sais combien d'années, 60 ans, qui fait la fraude électorale, qui participe à maintenir son pays dans la misère, dans la violence. On arrête les gens, on ferme les journaux, on persécute les opposants. Les syndicalistes. Vous participez à ça. Parce que quand les gens disent que Rekia est conseillère de Faure, elle n'est pas que conseillère de Faure Gnassingbé. C'est ce qui aggrave sa situation. Soyons sérieux. Oui. Elle n'est pas que conseillère de Faure Gnassingbé. Elle est militante sur UNIR. Si elle même au-delà de cette si elle se cantonnait seulement à son rôle de conseiller, ça pourrait se comprendre. On pourrait comprendre encore un peu. Mais elle n'est pas seule. Pourquoi il n'y a pas la polémique autour de Joël Aïvo, Frédéric? Joël Aïvo aussi est conseiller de Faure. Les gens ne le savent pas. Il est conseiller juridique de Faure Gnassingbé. Joël Aïvo, qui était l'ancien doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi, qui est constitutionnaliste, c'est eux qui sont restés dans l'ombre pour piloter la dernière révision constitutionnelle que notre Assemblée a validée. Et quand les juristes qui sont au gouvernement, que vous connaissez, et qui s'agitent comme les pauvres corps, quand ces juristes-là, il faut les fiches juridiques à Faure Gnassingbé, quand il faut les fiches juridiques au président de la République, c'est-à-dire, je vais parler de Faure Gnassingbé, c'est Joël Aïvo qui contrôle, c'est-à-dire qui fait une seconde consultation de ces fiches-là. C'est-à-dire que les juristes togolais qui sont au gouvernement là, quand ils font les fiches de droit à Faure Gnassingbé, c'est Joël Aïvo à qui on remet les fiches qui les reconsultent de nouveau. Mais personne ne parle de lui. Parce que lui, il n'est pas exposé dans notre vie politique. Mais Rekia est l'autre. Elle était sur le terrain en tant que militant unie. Elle portait la tenue unie. Elle avait les drapelets unis. Elle a fêté la victoire de unie. Donc elle est sortie de son cadre de conseillère, de simple conseillère. C'est ça qui envenime les relations. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui rend la situation de Rekia difficile. Personne n'approuve qu'on la mette en prison. Moi, je ne suis pas pour que, pour des raisons politiques, on puisse magouiller, faire des trucs, envoyer un adversaire en prison. Mais elle est victime de ses propres turpitudes, si je peux parler ici. À l'est, à l'ouest, tu soutiens une dictature à la nord-coréenne. À l'est, tu joues la vertueuse de la démocratie. Quelle est cette incohérence-là? C'est ce qui fait qu'elle a des problèmes. Mais au-delà de tout, n'oubliez pas que on parle souvent des problèmes togo-ghanais, même au temps de Nkrumah et Sylvanus, il n'y avait pas la grande entente. Nkrumah redoutait tellement Sylvanus, les deux pays, c'était à couteau tiré. Il y a eu une réunion ici, dans les années, je crois, 61, où Nkrumah est venu avec son cortège. Tu sais, les barbelés à la frontière là, ce n'est pas seulement au temps de Yadema qu'on les a mis, hein. Il y avait déjà des trucs au temps de Nkrumah parce que les deux pays s'accusaient de chacun de nourrir, d'héberger ses opposants, et donc c'était déjà tendu déjà à l'époque. Mais le Bénin aussi, c'est la clé qui est venue le Bénin aussi, on oublie que le Bénin et le Togo sont des pays frères, mais il y avait déjà une rivalité. Vous savez, quand les Français prennent le Togo, après le départ des Allemands en 1914, et qu'il y a eu ce partage arbitraire et tout ce que vous savez, il y a quand même des territoires togolais qui sont incrustés dans le territoire béninois. Donc on ne parle pas pour le moment. On ne parle pas tout le moment. Mais au-delà, en 1933, la France, l'administration française, qui a jugé que le Togo, que les Allemands ont qualifié de la mouster colonie, une colonie modèle parce que le Togo n'a jamais rien coûté
à l'Allemagne et que tout ce que le Togo et l'Allemagne faisait au Togo était généré par la colonie togolaise, c'est pour ça qu'elle a été qualifiée de moustière colonie. Les Français, en prenant le Togo, disaient que le Togo, l'entretien du Togo leur revenait cher. Et donc, la France décide, en 1933, de rattacher le Togo au Bénin pour en faire un seul territoire. C'est ce qu'ils ont appelé l'Union... Que la France soit maudite. non, je le dis parce que... Je le dis parce que... C'est ce qu'on appelle... C'est des gens qui sont dans leur pays, en Europe là-bas, qui n'ont aucune... Non, c'est ce qu'on appelle dans les documents... C'est ce qu'on appelle dans les documents d'histoire l'Union Togo-Dahomey que la France a voulu instaurer. Et au Togo, les gens se sont soulevés pour dénoncer ça. Pour dire, mais elle n'avait pas besoin de rattacher le Togo comment l'appelle-t-on au Bénin, surtout qu'elle n'avait que la responsabilité d'administrateur. Puisque, selon les tests de la SDN, nous n'étions pas une colonie française. La France, parce que bon, ils ont gagné la guerre, avait été choisie juste pour administrer le Togo. Donc les gens ont déjà commencé par faire des pétitions à l'ONU à partir de cet incident-là. Et donc, il ne faut pas oublier que depuis ce temps-là, entre le Togo et le Bénin, c'est vrai qu'on est des frères, mais il y a plus ou moins un sentiment d'orgueil, de suffisance des Togolais. Bon, le Bénin a été toujours qualifié de quartier latin de l'Afrique de l'Ouest, mais les Togolais qui sont sortis du giron allemand, qui ont aussi un certain nombre de prestige, parce que au Togo ici, le Togo est l'un des pays qui a connu, je ne sais pas comment dire ça, qui a connu... qui est passé par trois colonisateurs, hein. On oublie de le dire. Le Togo, c'est à la fois allemand, français et anglais. Sur le palais du gouverneur là-bas, qu'on a transformé en musée maintenant, flottait en 1900, je crois, 1914 ou 1900 quoi, et le drapeau allemand, et le drapeau français, et le drapeau britannique. Les gens oublient de le dire. Et donc, tout à fait. Et donc, les Togolais sont aussi des gens d'une certaine classe, hein, qui ont une estime de leur personne et qui de temps en temps rappelaient aux Béninois aussi que bon, écoutez, vous venez chez nous ici, faites des petits trucs et tout, donc calmez-vous et tout ça. Voilà. Et donc, je pense que tout ça alimente aujourd'hui le débat sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir le courage de dire que Talon, il est en train de dépasser les bords. Aujourd'hui, il va à une élection qui ne ressemble pas à une élection. Il a choisi ses candidats, c'est de faire valoir, lui-même leur donne de l'argent, il a choisi quelques individus pour légitimer sa mascarade d'élection. Il a mis dehors tous les candidats qui pouvaient menacer sa réélection. Et lui-même, en bon Machiavel, l'a décrit dans une vidéo. Il a dit quoi? Les gens ont cru que ce n'était pas prémonitoire. Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'un président se fait réélire après dans son second mandat? Ce n'est pas son bilan, c'est sa capacité à soumettre ses adversaires, à soumettre toutes les forces qui peuvent le déranger. Il a dit ça dans une vidéo qui circule. Donc le gars n'avait pas caché en réalité ses intentions. Donc on ne doit pas être étonné de tout ce qui arrive aujourd'hui au Bénin. Merci. Rapidement, en 3-5 secondes au Sénégal. Vous voyez l'affaire Ousmane Sonko qui se passe avec les déchaînements de ces militants de la rue de Sénégal dans plusieurs autres villes. Comment est-ce que vous cette affaire-là? En fait, le président sénégalais a capitulé. C'est la conclusion que je puisse tirer dans tout ce qui s'est produit dans le cadre du supposé viol qui est arrivé, les tas de chefs d'accusation qui s'en ont suivi quand le monsieur allait lui-même de son gré pour se présenter au juge. Et tout ça là, Macky Sall ne pensait pas pouvoir rencontrer des garçons devant. Et c'est la jeunesse qui s'est pointée. Et Sonko a bien fait de reprendre rapidement le flambeau des combats en mobilisant encore la troupe contre un troisième mandat de Macky Sall. C'est ça l'enjeu même. L'enjeu, c'est de mettre ce que Talon fait ici. C'est la même chose que Sall fait là-bas pour pouvoir contingenter tout le monde, partant de Karim Wade, venant de l'autre là, Khalifa Sall, et en arrivant sur l'autre là, Sonko. Il aura un boulevard pour le troisième mandat. Là maintenant, il est cuit. Parce qu'au-delà des Tijanes et des Mourides qui sont là-bas, qui sont des conseillers d'État et qui mettent souvent leurs conseils, qui pèsent lourd dans la vie politique sénégalaise, je crois qu'aujourd'hui, Macky Sall a trouvé garçon devant lui. Et Sonko, peut-être il avait sous-estimé, mais aujourd'hui, cette affaire de viol qu'ils ont inventée, bon, je ne sais pas, qu'ils ont supposément inventé quelque part, ça est arrivé, ça n'est pas arrivé. La jeune dame là, je sais que dans 5 ans ou dans 2 ans, elle reviendra pour dire qu'on m'a manipulé. Ça se passe toujours, comme le cas d'une, je crois,
Pendant ça tout. J'ai suivi le truc hier, j'oublie le pays et la jeune dame qu'on a manipulée et qui vient dire qu'elle a inventé tout ça. Donc ça arrive souvent dans les régimes politiques dictatoriaux et qui peut se retourner comme Macky Sall. Là même, il est sur une braise. Il ne peut même pas. Il pense pouvoir. Il veut jouer sur le temps avec la résidence de, comment on appelle ça, pas surveillé, mais le monsieur qui est gardé inculpé, qui ne quitte pas il s'en fout de quitter le territoire. D'abord, c'est un monsieur, c'est un nationaliste qui est là, il s'en fout de quitter le territoire, son combat c'est à l'interne. Et il a, cette terreur de Macky a réveillé tous les autres opposants qui dormaient silencieusement et qui voyaient que Sanko risque de reprendre le flambeau de leadership de l'opposition. Ça, c'est aussi un autre combat à l'interne. Mais ils sont obligés de le soutenir pour le moment pour avoir aussi de l'aura. C'est ce qui gangrène aussi l'opposition africaine. Il y en a des gens qui m'ont dit, comme quelqu'un l'a déjà fait, que celui qui était le deuxième à la présidentielle, qui s'est rallié, qu'on a nommé, qu'on a nommé président du Conseil économique et social, tout ça là, il a toujours gagné son prêt là-bas. Alors que quand on combat politique, c'est dans la durée. Et on a toujours espoir de gagner, comme Ouad l'a fait pendant 40 ans, Mitterrand l'a fait en France pendant 45 ans. Et Chirac aussi l'a fait. Donc il a juste trouvé un petit lait, il se contente de ce lait-là. Mais celui qui vient aujourd'hui incarner l'opposition au Sénégal et qui risque de faire mal à Sall très bientôt, c'est Sanko. Et Sanko est dans la bonne direction de sa lutte. Et on y arrivera. Je vais dire rapidement deux mots. La leçon qu'on tire du Sénégal d'abord, et je le dis toujours ici, la lutte politique, c'est une question de rapport de force. Il faut toujours opposer le rapport de force à celui qui utilise la force. Oui. Sans le rapport de force, les lignes ne bougeront pas. Aujourd'hui, Macky Sall a voulu jouer avec le feu. Il a compris qu'il était en train de s'amuser. Et là, c'est chaud pour lui. Et comme Ambroise vient de le dire, il doit revoir ses calculs. Parce que le peuple sénégalais ne lâche jamais. Tout le monde connaît ses intentions. Oui. Cette affaire Sanko a eu le mérite de réveiller toute la jeunesse sénégalaise contre sa gestion, une gestion calamiteuse, corrompue et tout. Vous savez que le Sénégal, c'est comme aussi le Burkina. Et c'est ce que nous n'avons pas au Togo. Par exemple, le Sénégal et le Burkina sont moraux là-bas. Les Sénégalais, ils ont les grands chefs mourides, et Tidjane et tout ça, qui, de temps en temps, interviennent pour réguler la vie politique. Vous savez que la question ethnique au Sénégal n'est pas assez poussée, mais c'est la religion qui pèse dans le débat. Personne ne sait par exemple que, ou bien beaucoup de gens ne savent pas que Macky Sall il est Peul. Les gens ne le savent pas. Les gens pensent qu'il est, c'est pas, il est c'est le problème qu'ils ont avec Alpha Condé. C'est le problème qu'ils ont avec Alpha Condé. Et Alpha Condé a fermé les frontières. Parce que c'est nous dans les dialogues qui est Peul, est souvent est souvent appuyé par Macky Sall et le nouveau de la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau, qui est aussi peu comme Macky Sall. C'est pour ça que c'est pour cela que Alpha Condé a fermé la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Et il refuse de l'ouvrir. Parce que il se dit, bon, qu'il y a un complot Peul contre lui. C'est ça en fait. Et donc, les gens ne voient pas ce qui se joue là. Et donc, Macky Sall, son intention de rester au pouvoir, au-delà du deuxième mandat, est déjà tombée à l'eau. Parce que quand il va oser là, ce qu'ils ont fait là, c'est l'entraînement ça. C'est que les journaux ont fait à Dakar, avec tous les dégâts qu'il y a eu là. Ça, c'est l'entraînement. Et on a vu quand même que les forces de l'ordre et les militaires sénégalais ne voulaient pas réprimer les jeunes dans le sang. On a vu beaucoup d'images où ils partageaient avec les jeunes, y compris les jeunes. C'est pas comme parfois chez nous ici. Donc, Macky doit comprendre quand même que s'il veut faire son forcing là, avec les réseaux français, il ne passera pas. Il partira comme Ouad. Et ça, on donne l'espoir, parce que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise est debout. Et à chaque fois que les peuples se tiennent debout quelque part, voilà, les peuples se tiennent debout quelque part en Afrique, nous qui faisons le même combat, nous devons nous en réjouir, vous comprenez. Et donc, moi je pense que, mais maintenant, Sanko lui-même, il est très jeune, il est de notre génération, il doit faire attention. Quand tu fais de la politique, il faut être très discipliné, surtout quand on est en Afrique. Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans certains pièges. Par exemple, on est des journalistes au Togo, on mène une vie presque d'ascèse, rigoureux. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on trouve la moindre faille sur toi, on va te mettre la main dessus. Alors, il ne sert à rien pour les non-politiques d'aller faire un massage dans un truc de masseur où il y a les filles. Tu peux faire venir un masseur homme dans ta maison pour te masser si tu as des soucis de santé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut que lui aussi,
Et jusqu'à présent, il est resté un homme intègre. Vous savez, il a travaillé aux impôts, il a eu des hautes responsabilités. On n'a rien trouvé là-bas pour lui coller. Ça veut dire qu'il est un homme intègre. Parce qu'il est rare en Afrique des gens qui travaillent aux impôts et qui ne volent pas l'argent. C'est même pas évident. Donc, il a travaillé aux impôts et on n'a rien trouvé sur lui aux impôts. Et donc, c'est ça qu'on invente sur lui. Si lui n'était pas allé dans une maison de massage où il y a les femmes, on ne devait pas inventer ça sur lui. Donc, lui aussi, il doit tirer les leçons. Ils vont inventer autre chose. Voilà, il doit tirer des leçons de ça et discipliner un peu sa vie. C'est ce que moi je peux dire sur cette affaire-là. Merci messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nos invités étaient Ambroise Pondio, il est le directeur de publication du journal de Gouandia. Ambroise, merci d'être passé. Merci pour l'invitation, merci pour l'émission. D'accord, merci beaucoup. Ferdinand, merci. Merci Isidore et merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis bon, voilà, nous faisons notre part. Okay. Merci beaucoup, chers internautes, de nous avoir suivis pour ce numéro et à la semaine prochaine.